Nous sommes ravis de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité sportive dans toutes ses dimensions. Une actualité est restée essentiellement dominée par la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont la 35e édition démarre dans moins de 2 semaines maintenant au Maroc. Cette émission sera consacrée en grande partie à l'événement et quelques autres disciplines et sujets feront aussi, sinon se feront une place dans cette aventure, notamment dans notre rubrique Fil Info. Bien, bonsoir. Nous accompagne ce soir notre confrère Habib Ishol. Habib, bonsoir. Bonsoir Narcisse et bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je rappelle, vous êtes journaliste, journaliste sportif bien sûr, à Bénin. Et en face de vous, mon collègue Candide Moueto. Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous nos amis téléspectateurs. Voilà, à la régie aussi, l'équipe technique est au grand complet et bien sûr pour cette aventure, le réalisateur Augustin Villecon est entouré de ses compagnons habituels de tous les lundis soirs. Jules Thio, Francis Kokou et Hippolyte Soumaou. Voilà, vous connaissez l'identité de l'équipe qui vous tiendra compagnie pour cette aventure vespérale. Et pour commencer, et place à notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité avec notre rubrique Fil Info. C'est le factuel de ce qui a fait l'actualité ces dernières heures et on va commencer par le sport universitaire Candide avec bien sûr la 12e édition des Jeux universitaires du Bénin. Les hostilités ont été lancées hier dimanche. Eh bien, tout comme en 2022, c'est la ville de Savalou qui abrite cette année la grande fête nationale du sport universitaire. Les Jeux universitaires du Bénin en sont en édition 2025. Environ 2000 participants de diverses universités du pays ont amorcé hier dimanche la course décisive vers les Krals dans 5 disciplines sportives, dont le football, le basketball, le handball, le volleyball et l'athlétisme. Et pour les premières journées de compétition, les étudiants athlètes s'affrontent dans 4 des 5 disciplines inscrites au cœur des JUB 2025 à Savalou, à l'exception donc de l'athlétisme. Pour la deuxième journée de compétition ce lundi, au niveau du football, notamment au niveau des dames, l'équipe de Flash de l'université de Parakou s'est imposée par un score de 2-1 à l'équipe de l'INGEPS de Porto Novo. Victoire 8-0 pour l'équipe de FLAC de l'université d'Abomey-Calavi devant l'équipe de l'UNSTP Abomey. Au niveau des messieurs, l'équipe de FACH de l'université d'Abomey-Calavi a partagé les points au bout d'un score nul et vierge avec l'équipe de l'Insti Lokosa Iuma Abomey s'est imposée 1-0 à l'équipe de ESAE de Cotonou. Au niveau de la discipline de la balle orange, le basketball pour être plus précis, pour le compte de la deuxième journée de compétition au niveau des dames, l'équipe de SKE Calavi s'est inclinée 31-57 devant l'équipe de HECM Cotonou. INGEPS de Porto Novo s'est incliné 13-49 devant l'équipe de l'USST de Lokosa. Au niveau des hommes, FACH UAC s'est imposé 93-53 à l'équipe de l'IUMA Abomey et Flash de l'université de Parakou s'est incliné 59-65 devant l'équipe de l'HECM de Cotonou. Au niveau des sports de main, d'autres sports de main pour être plus précis, le handball au niveau des dames pour le compte de la deuxième journée de compétition, USAE s'est incliné devant l'équipe de l'Erkoussonou, bien entendu 10 buts à 0, 34-1 pour la victoire de IUMA devant l'équipe de l'INSET. Et puis au niveau des hommes, USAE s'est imposé 49 à l'équipe de l'IUMA et puis SKE et puis Flash de l'université de Parakou ont partagé le point au bout d'un score nul de 29-29. Volleyball pour finir. Pour la deuxième journée de compétition, une seule rencontre au niveau des dames où victoire a été pour l'équipe de Flash de l'université de Parakou 3-7-0 devant l'équipe de l'INGEPS de Porto Novo. Au niveau des messieurs, le SST de Lokosa s'est incliné sur un score de 3-7-0 devant l'équipe de l'UATM Gaza. Même score pour la victoire de Flash de l'université de Parakou devant l'équipe de la FAST de l'université d'Abomey-Calavi. Voilà, ce sont bien sûr les premiers résultats des Jeux universitaires du Bénin dans leur édition en 2025. Je note surtout au niveau des sports de main que l'apprentissage a été difficile pour des universités comme ESAE, surtout en handball.
battu 10 buts à 0. Ce n'est quand même pas rien. On va enchaîner maintenant avec les championnats nationaux de football au sein de l'élite. On jouait Candide le week-end écoulé, la 11e journée de la Ligue 1 béninoise. Et comme à l'accoutumée, 9 rencontres déroulées dans le cadre de cette 11e journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026. Score nul d'un but partout entre Coton Football Club et l'équipe de l'Espoir. L'équipe d'Espoir FC. Score nul et vierge entre Damissa Football Club et l'équipe de Dragon FC. Victoire 3-1 pour Asfo devant l'équipe de Dadje Football Club. L'US Cavalier s'est incliné lors de son déplacement à Boumé pour en découdre avec l'équipe locale Dynamo Football Club. Victoire 2-1 pour Audio FC de Comin devant l'équipe de Banigoncé. L'AS Soubemap a partagé le point au bout d'un score nul et vierge avec l'équipe de l'USS Craqué. Victoire 1-0 pour Ayemba Football Club devant l'équipe de l'Autopopoles. Cotonou lors de son déplacement à Tofor s'est imposé 2-1 à l'équipe de l'ASPAC. Et puis victoire 2-1 pour l'équipe des Buffles du Borgou devant l'équipe de la jeunesse sportive de Paubert. Après ces 9 différentes confrontations, comme temps pour la 11e journée du championnat de Ligue 1 béninois saison 2025-2026, le classement lui reste dominé par la SOBEMAP avec 24 points au compteur et un goal différentiel de plus 10. Les Buffles du Borgou viennent en deuxième position avec 24 points également au compteur, mais un goal différentiel de plus 8. Coton Football Club garde sa troisième place au classement. Dynamo FC d'Aboumé est positionné 4e au classement. L'Autopopo 5e, Aspac 6e, Damissa Football Club 7e, l'AS Cotonou 8e et puis Audio FC intègre le top 9 au classement avec un total de 15 points au compteur après 11 différents matchs disputés. Au niveau de l'antichambre, pour ainsi parler de la Ligue 2 béninoise, pour le compte de ce week-end, on a assisté à la 9e journée de compétition. Score nul d'un but partout entre Adidja Football Club et Diefa FC. 2 buts partout entre Avron Communisport et Dynamique FC de Djougou. Victoire 3-1 à domicile pour Boa FC devant l'équipe de la jeunesse athlétique de Ketoules. Police s'est imposé 2-1 à l'équipe de Real Sport de Paracou. Score nul de 2 buts partout entre Requin et Pontet Football Club Dynamo au Paracou. S'est incliné à domicile devant l'équipe de Béké 1-0. 3-1 pour la victoire de Énergie FC de Dogbo à domicile devant l'équipe de Sitatunga. Et puis score nul d'un but partout entre AS Elite Sport et Aziza, et puis entre AS Terkuna et l'équipe de Abeille Football Club. Après ces différentes confrontations, il faut dire que le classement, lui, est désormais dominé par Béké Football Club au niveau de la Ligue 2 béninoise. Diafa qui descend à la 2e place avec 21 points au compteur, un goal différentiel de plus 9, un but de moins que Béké FC qui monte à la 1re place au classement. Aziza Football Club vient boucler le top 3 au classement avec un total de 15 points au compteur, un goal différentiel de plus 3. Ziza Football Club Abeille est 4e au classement avec 14 points au compteur. Sitatunga 5e, S Police 6e, Boa 7e, 8e place pour Real Sport et puis Pontet vient boucler le top 9 au classement. Et on aura ainsi fait le tour par rapport à ces différents championnats nationaux de football. On va s'intéresser d'abord à l'antichambre, comme en parlait Candide. Nous avons vu les deux grands noms du football béninois qui s'affrontaient ce week-end, les Panthères de Djougou et bien sûr les Requins de l'Atlantique. À l'arrivée, score de parité et 2 buts partout, mais ces deux clubs restent encore à la traîne au niveau du classement général. Et c'est surprenant parce que normalement cette affiche c'est une affiche en principe de Ligue 1. De Ligue 1, tout à fait. Division. Donc quand les deux équipes se retrouvent en 2e division après leur médiocre saison écoulée, on se dit qu'elles vont se donner les moyens de vite remonter. Mais pour le moment, la mayonnaise ne prend pas. Il semblerait plutôt qu'il y a une forme de désintérêt. Bon, évidemment, ça arrive... comme ça, le championnat est encore long. On va espérer pour ces deux équipes qu'elles retrouvent vite le niveau qu'on peut espérer parce qu'en principe, leur place, c'est dans le haut du tableau. Tout à fait, parce que c'est quand même inquiétant quand on démarque, on est déjà à 9 journées, il faut le rappeler. Et si vous avez des statuts qu'on connaît au niveau du football béninois, que vous êtes encore à la traîne, on doit véritablement s'inquiéter parce que
c'est, comme on le dit, c'est une course de fond. S'inquiéter, surtout pour une équipe comme les Panthers, parce que Panthers, on sait que c'est une grosse affluence à Dougou, il y a une grosse ferveur au niveau, le fait que Panthers ne soit même pas déjà en première division, ça a été un peu mal vécu. Donc si le début de la deuxième division ne se passe pas bien, on ne sait pas trop ce qui va arriver avec ce club. On ne veut pas faire un lien avec le décès de son président emblématique, Monsieur Radi Soumanou, qui est décédé la saison dernière. Mais franchement, pour le moment, Panthers va mal. Pourtant, l'année dernière, le club avait semblé avoir trouvé un sponsor, un repreneur qui a injecté un peu de ressources, mais pour le moment, il semble que tout ça ne suffise pas encore à permettre à Panthers d'être à son niveau. Tout à fait. On va revenir maintenant au sein de l'élite où ce week-end-ci, on a vu une timide sortie de ceux qui sont en tête de peloton. Je veux surtout parler de Coton et bien sûr des Dragons de l'Ouest. Et surtout Coton, parce que Coton, ça fait une série de 4 matchs que Coton ne gagne pas. C'est vrai que pour le moment au classement, ça ne se ressent peut-être pas trop parce que Coton reste 3e à 4 longueurs derrière les deux leaders que sont Sobemap et les Buffles de Parakou, mais c'est quand même des points perdus pour cette équipe de Coton. Ça commence par douter, non seulement quand vous regardez le match au-delà du score, c'est peut-être dans le contenu que Coton pêche un peu. Moi, j'ai eu la chance de suivre le match samedi dernier face à une modeste équipe de Espoir de Savalou, parce qu'aujourd'hui, si on doit regarder le pédigré des deux équipes, on peut dire que Espoir, c'est une modeste équipe face à Coton, mais dans le jeu, ça ne s'est pas senti. Il y a une possession habituelle, très stérile de la part de Coton. Il y a beaucoup de passes à 10, mais le jeu, ça manque de profondeur, de verticalité, c'est beaucoup plus... On étire sur les côtés après. Et surtout de réussite devant. De réussite devant. Parce qu'on s'en remet en fait au génie d'un garçon comme Emmanuel Henry qui semble être la seule étincelle qui brille dans cette équipe de Coton. Et quand lui-même n'est pas dans un grand soir ou quand il est suffisamment muselé par les adversaires, comme ce fut le cas. L'équipe est en panne. Voilà, l'équipe est donc en panne. On a pu le constater alors qu'on pensait qu'avec le changement de direction, parce que c'est l'une des choses qu'on reprochait aussi à Victor Zvenka, c'est que le jeu manquait de profondeur. Il n'était pas trop friand d'avoir un 9. Mais apparemment, il semble que les choses n'ont pas vraiment changé de ce côté-là. Et surtout, les hommes qui sortent du banc, parce que c'est vrai qu'il y a quelques blessés, mais globalement, on n'a pas encore vu beaucoup de joueurs qui sortent du banc de Coton pour faire la différence, alors que c'était l'une des armes de l'équipe jusqu'à la saison écoulée. Tout à fait. Alors, le résultat qui saute surtout à l'œil à l'issue de cette journée, c'est la défaite de l'Autopopo à domicile face à Yema. Oui, ça c'est une surprise en fait. On m'a dit que c'est une demi-surprise parce que l'Autopopo désormais, s'il y a encore 2 saisons, c'était l'Auto parmi les favoris dans le championnat. On peut dire que depuis la saison dernière, l'Autopopo est devenu un bon club du championnat. Je ne crois plus que l'objectif du club soit de jouer le titre comme c'était le cas, mais de mieux figurer au sein du classement. Parce qu'il y a des changements un peu trop radicaux qui depuis 2 ans sont en train de coûter ce que ça doit coûter à l'Auto, parce que quand le coach, je crois c'est Tchèque Gueye, le coach qui est là, le Sénégalais, un monsieur très sympathique, je peux vous l'assurer, mais je crois que quand il arrive avec presque 10 ou 11 joueurs, ça change radicalement l'équipe. Il faut adapter, il faut réussir à mettre tout ce monde ensemble, les faire jouer ensemble avec ceux qui sont déjà là. La saison dernière était comme une saison charnière, un peu transitoire, pour permettre à la mayonnaise de prendre et lui permettre lui aussi de mettre en place son équipe. Je crois que la transition va être un peu plus longue, parce qu'aujourd'hui, l'Autopopo, pour moi, si on me dit de citer un top 3 des équipes qui peuvent prétendre au titre, on ne citera plus l'Autopopo. Voilà, au niveau du classement en général, la Sobemap fait quand même preuve d'une certaine constance depuis le début de la compétition. Et puis, les Buffles, on s'inquiétait au début de la saison. Mais finalement, ils ont réussi à montrer le bout du nez. Ils sont aujourd'hui dauphins au classement général. Oui, enfin, 2 choses par rapport à ces équipes. Quand on prend Sobemap, c'est la preuve que la continuité, le travail peut payer. L'année dernière, déjà, Sobemap s'était mêlé longtemps à la course, à la première place dans sa poule avant de craquer dans les dernières journées. Là, encore, on avait eu un peu mal pour ce club qui a dominé certaines de ses rencontres, qui a fini par ne pas gagner. Il y a eu des scores même où Sobemap a mené 2-0 avant de se faire rattraper. Donc. Et à l'intersaison, Mathias Degueno, les dirigeants du club, ont eu l'ingénieuse idée de réussir à conserver le statut de l'équipe, ce qui n'est pas le cas au niveau des autres clubs. Donc, évidemment, ça fait que les automatismes étant déjà en place, le travail à faire pour l'entraîneur était beaucoup moins compliqué, puis Mathias Degueno même est resté en place. Donc du coup, on a vu un démarrage beaucoup plus fort, une équipe plus solide. C'est vrai qu'il y a encore quelques temps faibles à gérer, parce que ça arrive toujours à cette équipe de Sobemap d'avoir des temps faibles, mais les temps faibles sont de moins en moins longs. Donc c'est une équipe constante qui peut vraiment cette année, si elle est en train de franchir un cap et qui peut viser
clairement le titre. Dans l'esprit de beaucoup de Béninois, la Sobemap est favori. Également, pour les Buffs, disons que c'est le même état d'esprit. Il y a des difficultés de l'année dernière, un entraîneur est parti. Hubert Onfoy est arrivé en milieu de saison, on a vu qu'il a sauvé, parce que l'essentiel pour les Buffs la saison dernière était de ne pas finir en deuxième division. Ils ont réussi à se sauver jusqu'à la dernière journée. C'était compliqué, mais le Buffs a quand même réussi un sprint acceptable. C'était l'une des meilleures équipes sur la phase retour la saison dernière. Mais tellement l'équipe était décrochée lors de la phase aller qu'on n'a pas pu voir l'impact de ce résultat. Hubert est resté. Il y a des joueurs qui sont arrivés. Les moyens apparemment sont plus modestes qu'au niveau de beaucoup de clubs. Parce qu'il n'y a pas de très grands noms. Il y a des joueurs expérimentés qui ont été ramenés. Patrick Sedjamin, Nabil Yarou. Et à eux, on a associé certaines jeunesses et un style de jeu. C'est pas... c'est très tactique, c'est très rigoureux, c'est très physique, mais pour le moment, c'est efficace. On va voir si ça peut tenir sur toute la saison. Voilà, on va voir si c'est rassurant. Au niveau des Buffles du Borgo, on parle de fraîcheur apportée bien sûr par le nouvel entraîneur. Alors que au niveau de l'AS Sobemap, c'est surtout la stabilité qui donne déjà ses fruits, la stabilité de l'effectif qu'on a voulu garder pour la suite de la compétition foot en cœur. Mais nous allons changer de genre pour parler maintenant des dames. Ici, on est déjà à 3 journées de championnat candidat. C'est bien cela. Et on note fortune diverse pour les différentes équipes qui ont joué ce week-end dans le cadre de la 3e journée de première division féminine de la saison 2025-2026 dans la poule. On a assisté à 5 différentes confrontations. Ce qu'on a eu de 2 buts partout entre Nadia Football Club et l'équipe de CFOS. Dynamique FC en déplacement à Diefa 7 imposé 3-0 à l'équipe de l'AS UMS. Victoire 1-0 à domicile pour Espoir FC de Cotonou devant l'équipe de Asaba Football Academy. Tombo FC d'Adiara a partagé les points au bout d'un score de 2 buts partout avec l'équipe d'Ainovi Football Club. Puis victoire des promus 1-0 devant les tenantes du titre. Bien entendu, lors de leur déplacement à Avrancourt, les filles de l'Est Cotonou qui s'imposent 1-0 à l'équipe de Sam Nelly. Après ces différentes confrontations, il faut dire que le classement reste dominé par Dynamique FC d'Abou-Calavi avec désormais 9 points au compteur, un goal différentiel de plus 6. Ainovi Football Club vient en 2e position avec 7 points au compteur, un goal différentiel de plus 3. Et puis l'Est Cotonou, l'équipe promue de la zone qui garde la 3e place du groupe avec 2 victoires et une défaite et un total de 6 points au compteur et un goal différentiel de plus 2. Espoir FC de Cotonou est 4e au classement avec 6 points également au compteur. Tambour FC d'Adiara est 5e, 6e place pour Nadia Football Club. Et puis l'équipe championne en titre qui est positionnée 7e au classement, l'AS UMS à 8e. Et puis avant-dernière place pour CFOS. Et la lanterne rouge est gardée par Asaba Football Academy qui compte 0 points au compteur après 3 différents matchs disputés. Au niveau de la poule B, 4 matchs déroulés ce week-end dans le cadre de la 3e journée du championnat. Victoire à domicile 1-0 pour la SGFA après sa défaite au cours de la précédente journée. Et cette fois-ci devant l'équipe de Fall Football Club de Boycon. Vigorcé de Lokosa a partagé le point au bout d'un score nul d'un but partout avec l'équipe de Léopard Omnisport d'Abomey. AS Lyon de Banter s'est imposé 1-0 à l'équipe de l'AS Basson, promu de la zone. Et puis Elite AC de Paracourt s'offre une victoire 2-1 à domicile devant l'équipe de l'AS Gamia de Bemberg. Une victoire qui permet au club de Paracourt de rester en tête du classement au niveau de la poule B avec désormais 9 points au compteur, un goal différentiel de plus 5. L'équipe de l'AS GFA est 2e au classement, 3e place pour l'AS Basson. L'AS Gamia de Bemberg vient en 4e position. L'AS Lyon de Banter 5e, 6e place pour Léopard Omnisport d'Abomey, avant-dernière place pour Vigorcé de Lokosa. Et puis Fall FC garde la lanterne rouge après 3 différents matchs disputés. Voilà, on note surtout dans la poule A que la tenante du titre a du mal à se remettre dans cette compétition. Retour au football masculin pour évoquer maintenant la Coupe du Monde 2026. Les équipes qualifiées pour la phase finale connaissent désormais leurs adversaires. C'était à l'issue
du tirage au sort effectué la semaine écoulée. Et c'est bien cela, on va s'attarder sur les différents groupes dans lesquels se retrouvent les différents représentants du continent africain. Dans le groupe A, par exemple, on retrouve l'Afrique du Sud qui est en compagnie du Mexique et de la République de Corée et d'un autre représentant qui viendra à l'issue des barrages de la Fédération internationale de football et association entre autres. L'équipe de Danemark, celle de l'Irlande et bien d'autres, celle de la Calédonie. Et bien entendu, dans le groupe C, on retrouve le Maroc, pays hôte de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon, qui est en compagnie du Brésil, de l'équipe de Haïti et bien entendu de l'équipe de Scotland. Dans le groupe, il faut le dire, dans le groupe E, on retrouve la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, qui est en compagnie de l'Allemagne, du Karabakh et de l'Équateur. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a également le Sénégal qui est aussi qualifié pour la prochaine édition de la Coupe du Monde, qui est cette fois-ci en compagnie de la France, de la Norvège, bien entendu dans un groupe I, dans lequel il y aura un autre représentant d'un autre continent qui viendra à l'issue des barrages de la FIFA. Et puis l'Algérie est aussi qualifiée, mais cette fois-ci dans le groupe J, en compagnie de l'Argentine, championne du monde en titre, de l'Australie et puis de la Jordanie. Voilà donc les représentants qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe du Monde, sans oublier le Ghana qui est en compagnie de l'Angleterre dans le groupe L, en compagnie également de la Croatie et de l'équipe du Panama. Voilà donc le sort qui est réservé aux représentants africains qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe du Monde, celle de 2026, et bien entendu leur potentiel adversaire pour le premier tour de la compétition, sans oublier qu'il pourrait y avoir la République démocratique du Congo aussi, et si justement à l'issue des barrages, cette équipe des Léopards arrivait à se qualifier pour la prochaine édition de la Coupe du Monde, après donc les barrages de la FIFA pour cette 10e place possible pour le continent africain. Tout à fait. Alors, quand on jette un regard, Habib, sur les résultats de ce tirage au sort, parmi tous les représentants africains, le Ghana a un peu mal loti. Oui. Parce que, accompagné de l'Angleterre, de la Croatie, et oui, le Panama. C'est un peu compliqué pour les Ghanais, pour les Blassa, pour leur retour à cette compétition, parce qu'il y a deux gros adversaires qui clairement sont un peu au-dessus, qui sont des habitués. La Croatie ayant fait, je crois, une demi-finale sur la dernière Coupe du Monde, une finale face à la France en 2018. Donc c'est une des équipes les plus régulières sur ces dernières éditions. Après l'Angleterre, on n'en parle plus. L'Angleterre a l'habitude de faire presque un sans faute sur les premiers tours des compétitions. Donc ça va être très compliqué pour les Blasta. Après, il n'y a pas beaucoup d'équipes africaines vraiment qui... on savait un peu à l'avance que les classements, le tirage au sort n'allait pas être une mince affaire pour les nations africaines, parce qu'il y a aussi le Sénégal. Mais pour 48 pays... Oui, parce que il y a pour 48 pays, mais en même temps aussi, c'est que le classement a ramené beaucoup de petites nations aussi. Et vous voyez les petites nations qui sont dans le chapeau 4. Beaucoup de pays africains vont être dans le chapeau 3. Donc, il y a chapeau 1, chapeau 2 qui sont théoriquement des équipes supérieures. Donc, quand on ajoute le hasard du tirage et que ça vous envoie les meilleurs de ces chapeaux, ça devient quand même plus compliqué. Bon, après, on verra bien d'ici là, les choses peuvent beaucoup évoluer, mais une chose est sûre, c'est que il y a plus de chances de voir des nations africaines. Au-delà même du Ghana, je vais dire, les autres Ouest africains ne sont pas aussi vernis. Quand on prend par exemple la Côte d'Ivoire, qui est accompagnée de l'Allemagne et de l'Équateur, ce n'est pas facile à jouer. Évidemment, parce que j'ai déjà vu quelque part les gens tenter de sous-estimer l'Équateur, mais l'Équateur, la difficulté pour les pays africains traditionnellement, de la difficulté à jouer les pays latino-américains, ou les pays même un peu de l'Amérique du Nord. Parce que c'est des équipes qui ont un mélange de joueurs en Europe et évoluant aussi dans la zone Amérique du Sud. Donc c'est très compliqué parce que c'est athlétique. Nous avons vu leur rendement lors de la dernière Coupe du Monde. Exactement, donc et puis c'est des équipes très athlétiques et ça pose vraiment des problèmes techniques et athlétiques. Le Sénégal qui retrouve la France pour une historique. Ça c'est bon pour l'histoire. En revanche, peu importe l'issue, ça nous ramène
23 ans ou 24 ans en arrière, puisque la Coupe du Monde est en 2026, on se rappelle de l'édition de 2022, il n'y aura plus les mêmes joueurs, mais c'est tellement la même rivalité, la même ferveur. Et puis bon, un pays africain francophone est toujours heureux de pouvoir jouer la France parce que ça fait une exposition de plus et une motivation supplémentaire pour la génération actuelle qui aura à cœur de faire mieux que, de faire aussi bien que celle qui a battu, que la génération de El Hadji Diouf et de feu Pape Bouba Diop, unique buteur de cette rencontre-là, justement. 2002 en Corée et au Japon. On va finir par le Maghreb, où l'Algérie et le Maroc héritent quand même du costaud aussi, surtout quand on prend l'Argentine pour l'Algérie et le Brésil pour le Maroc. Oui, mais en même temps, surtout pour le Maroc, c'est là qu'il faut prouver. Le Maroc a laissé une très belle impression sur la dernière Coupe du Monde en finissant dans le carré d'as. Et à l'époque, le Maroc avait dû se débarrasser quand même de grosses nations en finissant, je crois, en tête de sa poule, de son groupe, où il avait le Portugal et l'Espagne, notamment, si je ne me trompe pas. En tout cas, au moins, donc, il faut rester sur la même dynamique. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez être un pays africain qui existe à la Coupe du Monde, vous devez quand même battre des grands. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à ce qui réalisent. De toute la façon, on aura le temps de revenir sur ça à plusieurs reprises. On va continuer notre traditionnel tour d'horizon, candidat. Oui, qui est fini par un sport bouddhistique. Une semaine après l'Open national de pétanque catégorie dames et juniors déroulé à Porto Novo, on a assisté ce week-end à la phase nationale du championnat national triplette homme de 2025. Elle a réuni, il faut le dire, les meilleures triplettes des 6 différentes ligues de la Fédération béninoise de pétanque au terme de la compétition. Les champions nationaux de la saison 2025 sont connus. Voici la précision. Buffle Pétanque Club poursuit sa domination dans l'élite nationale de la discipline. Sur des dizaines de triplettes venues des 6 ligues régionales du pays, celle du Borgo réussit à s'imposer au terme d'une compétition laborieuse qui s'est déroulée en 2 phases. 2 étapes au cours desquelles la technicité et l'intensité dans la performance des différentes formations ont tenu en haleine le public au Boulotrom Sifop à Abomey-Calavi. Chacune des équipes a eu droit à sa chance de se rapprocher du Graal final au cours de la phase de poule décisive pour le Caridas. Les duels se sont enchaînés entre les différentes triplettes pour composter un billet pour l'étape suivante. Au terme du premier tour, s'en est suivi l'étape décisive au cours de laquelle les meilleures équipes de la phase des groupes ont livré une rude bataille pour tenter de décrocher le titre national. Déjà assez ambitieux en demi-finale avec une victoire annonciatrice face à Espoir Pétanque Club, les hommes de Parakou réussissent à terminer sur la plus haute marche du podium. Buff s'impose par un score de 13-7 à Prestige Pétanque Club au terme d'une rencontre à suspense marquée de précision au point et d'adresse au tir. La différence c'est le mental, rien de plus. Nous avons des internationaux en face, il y avait Paul, il y avait Roland. Donc s'il faut jouer contre ceux-là, il faut vraiment jouer avec la tête et le mental a gagné. On a croisé quand même une équipe du Borgou, une équipe très forte, très complète. On a manqué un peu de constance au tir, comparativement à l'équipe adverse qui a eu un très bon niveau au tir. Une phase finale du championnat national triplette homme 2025 qui aura tenu toutes ses promesses. 2 jours de compétition relevée, partagés entre suspense et performance au Boulotrom Sifop à Abomey-Calavi. On peut être satisfait de ce que nous avons vu du début jusqu'à la fin. On a vu des pointages millimétrés, on a vu des précisions dans les tirs, surtout avec une jeunesse montante qui a confirmé qu'on peut compter sur elle à l'avenir. Et nous sommes contents pour le niveau de jeu que nous avons observé, qui est très appréciable et digne d'une phase finale d'un championnat. Il y avait du jeu, il y avait un volume de jeu assez développé. Nous avons un très bon vivier en termes de pétanque au Bénin, des jeunes que nous devons forcément accompagner au vu de leur talent. Les champions nationaux repartent avec le Graal final et une enveloppe financière. L'équipe vice-championne, tout comme celle classée de la 3e à la 8e place, ont aussi été récompensés pour leur travail et leur engagement en vue du rayonnement de la pétanque au Bénin. Ce championnat national a une nouvelle fois permis de mettre en lumière la vitalité de la pétanque avec une génération de pétanqueurs en constante progression caractérisée par l'émergence de nouveaux talents.
Voilà, mon réalisateur est allé un peu plus vite. On voulait parler bien sûr de l'identité des lauréats de la saison pour ce qui concerne la pétanque, mais il est allé un peu plus vite et c'était notre traditionnel tour d'horizon de l'actualité. Nous allons basculer en même temps, bien sûr, et sans transition, dans cette deuxième partie de l'émission pour vous dire que la CAN 2025 de football est déjà à nos portes. Le coup d'envoi sera donné le 21 décembre prochain et bien sûr à la succession. Et la succession de la Côte d'Ivoire sur le trône continental sera bien sûr lancée au nombre des prétendants à cette succession. Le Bénin et son football. Les guépards invités à la table des grands du continent vont pouvoir défier au premier tour deux anciens lauréats de l'épreuve, le Sénégal et la République démocratique du Congo, mais aussi un supposé petit poussé, le Botswana. Seulement, le Bénin fera son entrée en compétition sans 5 de ses joueurs titulaires suspendus, il faut le dire, pour cumul de cartons jaunes. Plus loin, le pays peut ne pas disposer du reste de son effectif avant le 15 décembre, moins de 2 semaines, donc avant le coup d'envoi de l'échéance. En tout cas, c'est ce qui ressort de la dernière décision de la Fédération internationale de football association. Alors, avec ces aspects, peut-on parler d'un handicap mental pour le Bénin dans cette épreuve continentale? Cette question fera justement l'objet de notre discussion ce soir. Et pour le faire, Habib Ishola et moi avons été rejoints sur ce plateau par un autre grand monsieur du paysage sportif béninois. J'ai nommé Marwan Salou. Marwan, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, merci surtout pour votre disponibilité. Il faut le dire, je rappelle que vous êtes membre du Conseil national des supporters. Voilà ce que nous pouvons faire comme décor à planter. Alors, dans une de ces dernières décisions prises, bien sûr, la FIFA retarde la libération des joueurs par leur club employeur pour la Coupe d'Afrique des Nations de football. On retient surtout que les clubs peuvent retenir leurs joueurs jusqu'au 15 de ce mois, moins de 2 semaines, j'en parlais tantôt, avant bien sûr le coup d'envoi de cette compétition. Nous sommes d'abord allés à la rencontre du sélectionneur national du Bénin qui réagit face à cette décision de l'instance suprême du football. Écoutez ici Garnet Rohr. Le fait de libérer le joueur que le 15 décembre pour une compétition qui commence le 21 décembre, c'est vraiment un manque de respect pour la préparation de tout le monde, pour les joueurs, pour les sélectionneurs, pour les staffs et aussi pour les organisateurs parce que depuis un certain temps, tout le monde a organisé ses stages de préparation qui souvent commencent le 8 ou le 10 décembre. En ce qui concerne le Bénin, nous, on a notre stage de préparation le 10 décembre. Et évidemment, maintenant, il y a des clubs qui disent que la libération des joueurs ne sera que le 15. Donc, on n'aura que la moitié de l'équipe. Il y a, heureusement pour nous, peu de joueurs qui jouent dans les ligues anglaises ou allemandes ou françaises qui ont des matchs encore jusqu'au 21 décembre ou 22. Et donc c'est moins grave pour nous que pour d'autres, mais quand même ça manque beaucoup de professionnalisme. Et en plus, des décisions prises tardivement comme ça, c'est pas très logique, ainsi que de porter le nombre de joueurs à 26, alors que tout le monde pensait que c'était limité à 23, et puis 25, puis 27, et puis on apprend que c'est 28 maintenant. Et tout ça, c'est un petit peu amateur, on va dire. Ceci dit, ça va être quand même une belle fête du football. Voilà, c'était bien sûr Garnet Rohr qui réagissait par rapport à cette dernière décision de la FIFA. Alors, Marwan Salou, vous êtes aussi un observateur bien averti de la chose. Quel regard avez-vous sur cette décision de la FIFA? Elle n'étonne pas grand nombre. Ah oui, mais pourquoi? Elle n'étonne pas parce que la CAF a cessé d'être véritablement une institution au service du développement du sport africain. Ne serait-ce que le comité exécutif. Depuis qu'elle est devenue une direction au niveau de la FIFA, où elle se fait taper sur le doigt, elle se fait... Là vous êtes dur, que la CAF soit une direction de la FIFA. C'est une institution continentale. La CAF, c'est même un service.
C'est une direction même, c'est trop dit, parce que c'est inconcevable d'apprendre au moment où, au niveau de la confédération sud-américaine, les gens sont arrivés même jusqu'à organiser leur compétition chaque année, sans que la CAF la FIFA ne puisse lever le doigt. Au contraire, la FIFA a empêché la CAF depuis 2019 d'organiser sa compétition en juillet, juste pour jouer celle qu'elle s'est créée, une compétition qu'elle s'est créée très lucrative, la Coupe du Monde des clubs. Il a été proposé même à la CAF de jouer sa compétition chaque 4 années. Et même certains cadres au niveau de la CAF ont pensé réfléchir à ça pour trouver... Non, c'est véritablement aberrant. Vous avez entendu la voix de quelqu'un au niveau de la CAF? Non. Parce pour le moment, non. Ça peut venir. Ça va venir quand? Non, mais c'est même injurié à la limite. Aucun respect. Vous savez, je fais partie des profondeurs de la CAF sous Hayatou, mais il en avait suffisamment, paix à son âme. Le président Issa Hayatou, il en avait suffisamment où il faut pour dire non à certaines dérives au niveau de la FIFA, ce que malheureusement nous ne constatons plus du tout. Et donc la FIFA se trouve en terrain conquis, une forme de colonisation de notre sport, et ça continue. Et c'est vraiment malheureux. Habib Aïchala, vous êtes de cet avis, ça dit étiqueter la CAF de la sorte, est devenu service de la FIFA, c'est un peu dur, non, par rapport aux décisions? Non, ce n'est pas un avis, c'est une réalité. Je trouve que Marouane a été suffisamment même tendre envers la CAF, parce que depuis un moment, la CAF, comme il a dit, c'est un service ou une division même de la FIFA. Et puis, depuis Ahmad, ça a commencé depuis Ahmad et ça s'est empiré sous Motsepe, parce que depuis Ahmad a dû appeler au secours au point où la secrétaire générale de l'époque, Fatoumata, est venue un peu diriger, mettre de l'ordre dans l'administration de la Confédération africaine de football. Au temps de Motsepe, c'est qu'on a appelé les financiers de la FIFA à venir appuyer la CAF, parce que la CAF s'était retrouvée dans un déficit énorme. Et jusqu'à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ou l'avant-dernière, si je ne me trompe pas, quand vous regardez les posts stratégiques au marketing de la compétition, qui étaient dirigés par les responsables de la FIFA. Et la FIFA avait réussi à l'époque à ramener un certain nombre de sponsors au niveau de la CAF et au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations pour permettre à la compétition d'exister. Donc, quand vous voulez être souverain, parce que la souveraineté, c'est aussi à plusieurs niveaux. Vous ne pouvez pas être souverain et être sous oxygène financièrement et être aussi dépendant de la FIFA. Aujourd'hui, si la FIFA décide de retirer tout ce qu'elle amène comme sponsor au niveau de la Confédération africaine de football, c'est que la CAF est tombée, alors que jusqu'à Hayatou, ça ne se passait pas ainsi. Donc, ça suppose qu'à un moment donné, les dirigeants de la CAF, qu'on a eu depuis Ahmad, qui était passé pour celui qui allait révolutionner, il allait faire mieux que Hayatou, mais qui s'est complètement loupé, mais qui à un moment donné ne faisait plus les affaires de Gianni Infantino, qu'il a enlevé pour placer Motsepe. Et là, Motsepe, lui, s'est totalement aplati. Toute son administration, lui, sont là. Et puis, il y a une décision comme ça et il n'y a pas de réaction. Parce que quand on regarde bien les faits, il n'y a pas que ça. C'est que même le calendrier, le moment où la Coupe d'Afrique des Nations se joue, c'était totalement inédit. C'était parti pour être joué en juin, juillet. Donc, et puis, la CAF est restée attentive pour voir est-ce que la FIFA organise ou pas sa fameuse première édition de la Coupe du Monde des clubs élargie. Et puis, comme c'est ça, on a déplacé parce qu'à un moment donné, on n'a pas voulu reprendre l'ancienne date qui était en janvier, février, parce que ça heurtait le calendrier international, puisque c'était pas une date FIFA. On a trouvé cet agencement entre décembre et janvier, parce que franchement, vous imaginez une compétition continentale qui va traverser 2 années, une compétition continentale qui va se jouer à un moment où il y a les fêtes de fin d'année. C'est qu'on a forcé pour trouver un calendrier. Donc, en clair, dans l'esprit de la FIFA, la CAF est un petit service. Dans l'esprit de la FIFA, la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition secondaire. En fait, il n'y a pas plus que ça à chercher. Après, est-ce que c'est la faute de la FIFA? Je dirais que les responsabilités sont partagées. La FIFA aurait pu être un peu plus gentleman en faisant respecter la CAF, mais surtout au niveau de la CAF, c'est qu'on s'est abandonné, on s'est laissé aller au bon vouloir de la FIFA. Alors, au-delà de cette décision prise dernièrement, on peut parler de l'incidence sur le rendement de ces équipes nationales au cours de la CAN quand on libère les joueurs tardivement. Oui, évidemment. Bon, Guénor a essayé un peu de minimiser le cas des petits pays comme le Bénin et autres qui n'ont pas des joueurs au très haut niveau. Donc peut-être les arrangements peuvent permettre qu'on libère un peu plus tôt si les fédérations et les sélectionneurs vont discuter avec les clubs. Mais pour des clubs de première et deuxième division dans les championnats d'élite qu'on connaît en Europe, ça fait très compliqué parce que beaucoup ont des joueurs africains titulaires et surtout que dans beaucoup de clubs, il y a 3-4 joueurs africains qui vont partir. Donc, évidemment, eux vont garder jusqu'au dernier moment parce que normalement, sur le principe de départ, c'était aujourd'hui, le 8, que
les clubs avaient jusqu'à aujourd'hui pour libérer les joueurs. Ça suppose que certains joueurs auraient pu partir depuis samedi ou vendredi pour ceux qui ont joué plus tôt. Mais désormais, il faut attendre jusqu'au 15. 6 jours de la compétition. Au-delà même du fait que la compétition va recevoir un coup en termes de cohésion, de mise en place tactique, de préparation. C'est quand même que c'est un peu manque de respect. Et c'est là où je suis d'accord avec Kenon, au moins pour les sélectionneurs et les pays qui investissent et les fédérations qui investissent dans la préparation des équipes. Parce que les gens payent des hôtels à l'avance, dont les entraîneurs seront obligés de s'y rendre avec un groupe réduit. Ceux qui ont encore un noyau constitué de joueurs locaux, c'est encore mieux. Mais pour les autres qui n'en ont pas, c'est quand même assez compliqué. Et j'estime que tout ça, ça fait qu'il faut que la CAF soit réussisse à recentrer sa compétition à la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, cette compétition va perdre en saveur. Voilà, Marouane Salou, moins d'une semaine pour préparer la CAN, c'est un peu amateur. C'est très amateur. Vous savez, quand on n'a pas joué, on ne comprend pas. Non, quand on n'a pas pratiqué le sport, c'est dans toutes les disciplines. Et moi, je rêve un jour d'avoir, au niveau de nos confédérations, des gens qui ont pratiqué véritablement Samuel leur discipline. Il n'y a pas que lui, je pense à beaucoup qui ont la tête sur les épaules et qui ont le management nécessaire pour comprendre le joueur. Parce que quand on comprend que organiser une compétition, préparer une compétition, lorsqu'on est en championnat, pour la plupart de ces joueurs, qu'ils doivent revenir pour préparer une compétition sur le continent, qu'il faut les réathlétiser. Il faut vérifier, tous les joueurs ne seront pas au même rythme cardiaque. Et donc, il faut un travail donné pour niveler cela et mettre tout en branle pour favoriser la cohésion, comme l'a dit Habib, comme l'a dit Genotro. Malheureusement, on parle de 6 jours. C'est vrai, Habib l'a dit, certains ne seront pas impactés. Mais je ne vois pas cette grande nation-là qui ne soit impactée. Un seul joueur même, un seul joueur. Vous perdez un seul être et tout vous manque. Et donc, un seul peut changer. Ça enrhume le mécanisme. Vous pensez que l'absence d'un garçon qui nous a fait très mal ces 2 dernières années, d'un pays voisin, dont je ne veux pas nommer le nom. Vous pensez que son absence sur le terrain, avec sa nation, Osimhen Victor, son absence... Mais vous l'avez finalement nommé. Oui, malheureusement. Son absence sur le terrain et sa présence ont les mêmes valeurs. Non, c'est le monsieur, le facteur plus, celui qui draine son équipe. Et donc, ce n'est pas le nombre, forcément, qui crée le problème, mais il y a aussi cette notoriété. J'ai comme l'impression, je peux me tromper, que la FIFA semble même voler la vedette à la CAN, qui commence par avoir une certaine notoriété dans tous les continents. Pour moi, après la Coupe du Monde, vient tout de suite à côté de la Coupe du Monde des Nations, la CAN. Et l'Euro Non, arrêtez ça. L'Euro, c'est quelle compétition? Elle devient une compétition quand on se retrouve en quart de finale ou en demi-finale. Sinon, c'est des nations qui sont des... Non, arrêtons. De chauvinisme. Non, ça ne ressemble à rien, l'Euro. Ça ressemble à quelque chose à partir des quarts de finale, voire les demi-finales. Interrogez chaque fois. Les Asiatiques diront la même chose de la CAN. Oui, soit, c'est ça, en fait. Soit. Mais moi, pour ce que j'ai vu, depuis 92, que je suis très assidu, j'observe la CAN, quand on met dans la même balance l'Euro depuis 92. C'est vrai, ça gagne en popularité, en notoriété, mais pas la même chose. Et dire que c'est au-dessus de l'Euro, il y a un peu aussi, je n'ai pas aussi entendu des voix les plus importantes du football qui sont aujourd'hui là, les Mohamed Salah, les Sadio Mané, ceux-là qui sont encore en activité et qui peuvent aussi dans les couloirs permettre... Non, mais c'est des athlètes. Non, mais c'est surtout au niveau des fédérations. En fait, parce qu'en réalité, il n'y a que les sélectionneurs qui aient pris la parole dans cette affaire. Au niveau des fédérations, les athlètes, les mêmes dirigeants de fédérations qui ont été très rapides à rappeler sur les questions de droit TV, à rappeler que oui, que normalement, que la CAF... Enfin, quand c'est de la CAF, les langues sont déliées, que la CAF ne devrait pas devait donner l'entièreté de la diffusion des matchs, mais personne d'entre eux n'a pipé mot. Et ça, c'est en cela qu'on se dit, mais ce qui arrive est quand même assez grave. C'est-à-dire que quelque chose de cette gravité, c'est elle qui investit ses moyens, ou c'est les autorités qui investissent pour la préparation. Parce que c'est ça qu'il faut aussi dire. La préparation des équipes, ce sont les nations. Les nations ou les fédérations. Et on sait que dans beaucoup de pays, ce sont les États qui sont obligés de venir appuyer les fédérations. Donc, c'est l'argent des contribuables qui est gaspillé ainsi. Et puis derrière ça, personne ne dit rien. C'est comme si rien n'est arrivé. Bon, de toutes les façons, là, on constate que la FIFA a un roue libre par rapport à la Confédération africaine de football. Un autre aspect, et je le disais, il faut le dire en début de cette émission, concernant la sélection nationale du Bénin, bien les Guépards seront orphelins de 5 de leurs titulaires pour
leur match inaugural dans cette CAN. Il s'agit surtout de Steve Mounier, le capitaine, du gardien de but Marcel Dandinou, du défenseur Mohamed Tidjani, de Junior Olaïtan et surtout de Olivier Verdon. Et le technicien franco-allemand nous parle ici de ses absences lors de la CAN. On va écouter Kenneth. Oui, on retrouve dans cette décision de la CAF de suspendre 5 de nos joueurs une certaine injustice, puisqu'il y a un article qui dit que les cartons jaunes distribués dans les éliminatoires ne comptent pas pour la phase finale. Et puis on voit quand même que ça a été prononcé. Cette sanction est pour nous injuste, d'autant plus que ce sont 5 joueurs qui sont aussi, comme nous tous, victimes en Libye d'une grosse violence. On a subi des coups, on a été matraqués, même jusque dans le bus, dans le vestiaire, dans le tunnel, et se retrouver avec 5 suspendus. Des garçons en plus qui se sont beaucoup battus pour être qualifiés pour la CAN, qu'on prive de ce premier match. C'est une injustice pour nous, on est vraiment très mécontents de ce jugement. Malheureusement, on l'a appris assez tard et le temps pour faire appel est trop court, sinon ça aurait valu le coup d'aller jusqu'au TAS pour faire une réclamation. Donc à partir de là, maintenant, il faut faire face. Voilà, on avait continué le débat hors de nos choses là ici, justement par rapport à l'absence de ces 5 joueurs pour la rencontre inaugurale de la sélection nationale à la CAN. Alors, on en parlait en off, c'est quand même regrettable pour le Bénin de partir sans ces 5 messieurs. Oui, absolument. Surtout quand vous n'avez pas un vivier, quand vous n'avez pas une réserve illimitée, c'est un regret. Mais je pense que la faute revient au staff. Le staff doit assumer sa faute parce que ce n'est pas aujourd'hui. Quand on joue une compétition... Le staff ou la fédération? Non, le staff en premier. Le staff en premier. Quand vous jouez une compétition, le staff, je parle de l'encadrement et de quelqu'un qui est chargé de l'administration directement. Tout à fait. Et donc, je pense, c'est eux les premiers responsables. Quand vous jouez une compétition, vous savez. Et il faut qu'on arrête de se leurrer. Le coach est en train de pleurer, de pleurnicher. Je crois que c'est quand même... Il en a vu. Ça fait plus de 40 ans qu'il est au service. Vous jouez une compétition, les éliminatoires, vous avez un carton jaune. Lorsque vous jouez les phases finales, systématiquement, le compteur est remis à 0. On n'a pas besoin de vous l'apprendre. Mais lorsque vous avez deux cartons, vous allez me dire que celui qui reçoit un carton rouge à la dernière journée des éliminatoires va jouer le premier match des phases finales. C'est inadmissible. On est suspendu. Et donc, quand vous savez que vous êtes suspendu, vous n'avez que quelques temps pour préparer la première journée. On a eu la fenêtre FIFA face au Burkina. Et donc, on aurait mieux préparé ce match-là. C'est vrai que c'est sur un seul match. Mais un seul match, on peut tirer des leçons de ce seul match-là et améliorer ce qui va avancer. Maintenant, en tout état de cause, nous n'avons pas, je l'ai dit dès mon introduction, un grenier de joueurs intarissables. Il faut faire avec ceux qui sont là, il faut leur donner la force nécessaire et je pense qu'ils doivent se rendre compte qu'ils jouent la chance de leur vie carrément sur ce match-là et qu'ils ont la possibilité de chipper peut-être une place de titulaire ou de se trouver un contrat, parce que pour la plupart, ce sont des joueurs du rang que nous connaissons. Nous rêvons aussi de les avoir dans les 5 grands championnats. Aujourd'hui, on se rend compte que ne pas avoir beaucoup de joueurs dans ces grands championnats est un avantage aujourd'hui. Un avantage qu'on ne souhaite pas avoir. Malheureusement, on ne souhaite pas l'avoir parce qu'on rêve d'avoir des joueurs au Real, au Barça, au Bayern, à Chelsea. Ce sont les circonstances qui font qu'on parle davantage. Alors, Habib, on parlait bien sûr de l'absence de ces 5 joueurs lors du seul match amical de préparation joué en prélude à cette CAN. Le technicien franco-allemand a quand même essayé d'autres solutions de rechange, je vais dire. Oui, mais dans l'absolu, il n'a pas joué comme s'il avait 5 absents. Et ça, je crois qu'il le découvre il n'y a pas longtemps, ce qui explique son état d'âme, son humeur, parce que je crois que si à la fin, l'administration avait fait, autour de l'équipe, avait fait le point qu'il fallait, on aurait dû lui dire, écoute, on a tel nombre de joueurs qui vont être suspendus. Et comme mais Habib, il nous a aidé aussi, il est un champion, on se rappelle du cas du Rwanda, on se rappelle également du cas de l'Afrique du Sud, comment il a récupéré
payer ça. Et donc, lui-même, il a des gens autour de lui qui suivent ça. Il ne doit pas le découvrir au dernier moment. Évidemment. Donc, c'est une faute Oui, non, c'est là où ils ont failli. Absolument. Parce qu'il y a une faillite. On a 5 joueurs suspendus et qu'au niveau de l'équipe, quand je découvre aussi tard, c'est quand même un problème. Et c'est d'autant plus un problème que la préparation est écourtée, comme on le dit. C'est-à-dire que donc, ça suppose que le coach, au cours de la fenêtre dernière de la trêve internationale dernière, n'a pas pu préparer son équipe en disant j'ai 5 titulaires en moins. Et là encore, il n'aura vraiment pas beaucoup de temps pour tenter quelque chose parce que changer quand même 5 joueurs, c'est pas petit. C'est pas comme si tu vas juste changer des pions. Et justement, que peut une équipe du Bénin sans ces 5 joueurs-là bon, heureusement que c'est sur la un RDC match. à la CAN. Déjà, c'est sur un match. Ouais. Donc, c'est quand même la RDC. Oui, c'est en même temps la RDC. Bon, mais en même temps, comme je le dis souvent, c'est le Bénin. L'équipe face à laquelle il ne faut pas du tout se louper, c'est le Botswana qui vient après. Donc, bon, on part face à la RDC en victime expiatoire, c'est ça? Non, pas du tout, mais bon, peu importe, on ne souhaite pas perdre. Mais après, si le on a tout à gagner face à la RDC. Face à la RDC, c'est bien entré dans la compétition. On a 5 titulaires qui sont absents, c'est bien figuré. Mais derrière, c'est surtout se rattraper contre le Botswana et voir potentiellement si un Sénégal est déjà qualifié, ce que les Guépards peuvent essayer de faire. Donc, le calendrier n'est pas si mauvais même pour une équipe suspendue. On va essayer de dire que bon, beaucoup de jeunes joueurs auront leur chance sur ce premier match. Ça peut expliquer que la RDC aussi soit un peu surpris parce que bon, la CAN également nous réserve beaucoup de compétitions. Sur le premier tour, on n'arrive toujours pas à voir l'écart de niveau entre les équipes, puisqu'il y a beaucoup de calculs qui se font à 3 points. C'est presque à 4 points, tu es presque sûr que tu vas. À 4 points, tu as la certitude d'être à 3 points, tu as 60% de chance. Oui, ça se joue un détail près. La nouvelle formule. Voilà, donc il semble que même les gros cylindrés attendent le second tour pour mettre le pied sur l'accélérateur parce que la compétition est quand même longue. Voilà, on va en venir maintenant sur l'effectif qu'on nous annonce pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Une trentaine de joueurs déjà annoncés, dont 2 nouvelles têtes. On parle surtout de Charlemagne Azoni Touré et de Adam Akime. Quel est votre regard sur cet effectif déjà, cette liste élargie justement? On sait qu'on n'a pas, je le répète, on sait qu'on n'a pas un pléthore de joueurs dans les grands championnats. Et donc, s'il doit y avoir des joueurs qu'on a manqué peut-être, c'est celui dont je crois que la plupart de ceux qui connaissent les Guépards et qui le côtoient depuis une dizaine d'années rêvent. Malheureusement, la trêve n'a pas eu lieu, l'accord de paix n'est pas arrivé pour qu'on puisse avoir un Sebio Soukou qui ferait un bien fou à cette équipe-là. À part ça, qu'est-ce que le coach, Ron a fait du Ron. Ron n'a pas varié. Ron, c'est celui qui, aujourd'hui, dit telle personne n'a pas sa place dans la sélection parce qu'on ne va pas investir les billets d'avion pour quelqu'un qui joue 15 minutes, 5 minutes ici. Et que vous retrouvez également dans la sélection suivante, sans aucune explication. On va quand même pas tirer en caution. Non, on est à la veille. On ne peut que souhaiter que les gars se portent bien, puisqu'on n'en a pas beaucoup. Je touche du bois, que rien ne leur arrive comme pépin physique, qu'ils se retrouvent en pleine forme pour que le 23, qu'ils soient au summum de leur condition physique, pour, comme l'a dit Habib, ne rien regretter à la fin du match face à la RDC, mais capitaliser davantage d'énergie, de confiance pour jouer le Botswana, parce que notre compétition en réalité commence face au Botswana dans notre poule. C'est pas un peu minimaliste. Non, c'est réaliste parce que bon, je crois que ce qui a fait défaut au foot, surtout au niveau des Guépards ces dernières années, c'est un manque de réalisme. Bon, là, c'est réaliste. Tu dis que le match à gagner, c'est face au Botswana. Après, c'est grappiller un point, soit face à la RDC, mais plus peut-être face à une équipe du Sénégal aussi, si elle est qualifiée. C'est la réalité parce que après, mettons les choses dans l'ordre. Alors, on parle aujourd'hui d'une liste élargie de 30 personnes. L'entraîneur même annonce déjà 28 joueurs à prendre pour la CAN. Quels sont les 2 joueurs que vous voyez qu'on peut déjà enlever de cet effectif? Alors là, c'est compliqué. Moi, je ne connais pas trop la situation administrative de Santos et de... Santos, c'est bon. Pour le passeport, c'est bon. Je crois que la FIFA a donné aussi son OK. Lui devait être dans le groupe. Après, je ne sais pas pour Adam Akime où est-ce qu'ils en sont, si ça a prospéré. Donc, quand tu regardes, bon, c'est quand même un peu compliqué. Si Adam Akime, s'il n'a pas le hockey de la FIFA, on va supposer que, il ne pourra pas y être. Il faudra en sacrifier
Un derrière, bon, en général, il n'y a que 3 gardiens de but, donc c'est qu'il n'y aura pas de gardiens qui sont sacrifiés. Le milieu terrain, ça va être compliqué. Moi, j'ai l'impression, peut-être que c'est au niveau de la défense. Je ne vais pas donner de nom, mais j'ai l'impression que c'est au niveau de la défense qu'un va sauter. Voilà, on arrive ainsi au terme de notre aventure ce soir. Mais avant de partir, un dernier mot par rapport à la CAN. C'est quasiment l'une de nos dernières émissions avant, bien sûr, cette compétition. Parce que lors de cette compétition, il faut le dire à nos téléspectateurs, cette émission sera en congé. On va proposer des plateaux quotidiens pour cette compétition, justement. Un dernier mot. Espérer que le Bénin fasse aussi bien qu'en 2019, à défaut de faire mieux, de faire aussi bien qu'en 2019, en tout état de cause, que le Bénin puisse gagner au moins un match à la CAN. Il faut le reconnaître, il faut le rappeler, on n'a jamais gagné un match pendant 90 minutes. Il faut qu'on franchisse ce palier-là. Si on a été si près, si les joueurs nous ont fait rêver par rapport à la Coupe du Monde et être éliminés à la Coupe du Monde à un match à 90 minutes, c'est qu'ils doivent être en mesure de gagner un match à la CAN. Et surtout, il faut penser à égaler notre performance, aller en 8e de finale. J'avoue que je suis beaucoup moins optimiste que sur la dernière édition. Je suis même un peu peu optimiste même pour l'ensemble. La Coupe d'Afrique des Nations, vu la période où on la loge, je ne sais pas à quoi va ressembler le spectacle, mais j'ai envie d'être optimiste, mais je n'y arrive pas. Voilà, nous arrivons au terme de cette aventure mise en lumière par une équipe technique dirigée par Augustin Vidécon, à ses côtés Jules Etcho, Francis Kokou, Hippolyte Soumao en plateau avec moi. Sinon, en plateau, on a bénéficié de l'expertise de 2 grands messieurs, Marwan Salou, qui est membre du Conseil national des supporters, et bien sûr de Habib Chola, journaliste à A+BN. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'1 heure. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement vôtre.